Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Roue libre, les amis. Merci à tous de nous rejoindre. Débrief de la 18e étape de ce Tour de France par En Roue libre, bien évidemment. Merci à tous d'être présents. Victoire de Casper Asgreen à Bourg-en-Bresse, une étape qui était promise vraiment aux sprinteurs pour le coup. Et comme tous les soirs à 19h, pour en parler, je retrouve Robin et Polo. Comment ça va, Polo? Ça va très bien, Joseph. Encore une fois, et ça fait, commence à faire beaucoup que ça arrive sur ce Tour de France. Il s'est passé un scénario qu'on n'avait absolument pas prévu ce matin, ce qui fait que pour nos petits paris personnels, que ce soit fantasy, paris sportif et quoi que ce soit, eh ben, c'est pas encore une bonne journée hein, pour nous tous. Alors pour toi, Joseph, c'était normal vu tes paris un peu hasardeux du matin. Pour Robin et moi, on avait un peu plus d'espoir aujourd'hui. Ah, moi, j'ai rien Et, mis du coup. et, et finalement, on a eu des surprises. Et au final, quand on aime le vélo, on est quand même très content de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on regarde le Tour de France. C'est pas que pour les duels en montagne, c'est pas que pour les contre-la-montre. C'est aussi pour voir une belle équipe de baroudeurs résister aux hordes du peloton. Et c'est exactement ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc forcément, quand on aime le vélo et qu'on aime le Tour de France, on s'est régalé de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, c'est vrai que c'était incroyable, mon Romain. Ça va? Ouais, ça va très bien. Je t'avoue que j'étais pas mécontent d'avoir une étape quand même un poil plus calme, où j'ai pu faire d'autres trucs pendant l'étape, et travailler sur des projets qui vont bientôt sortir, mais qui Aïe. viennent de mais du coup, ouais, je regardais de temps en temps l'écart, comment ça bougeait, je regardais un peu ce qui se passait, mais ça faisait bien une semaine que j'étais collé devant la télé quasiment du début à la fin. Là, c'était un peu moins le cas, donc c'était un peu plus tranquille comme après-midi. Ouais, pareil. Moi, pour trahir le secret, j'étais sur le déjeuner de fin de saison, plus le pot de départ de notre monteur chez First Team c'est aujourd'hui. Autant vous dire qu'on est arrivé à table à midi et demi et qu'on est ressorti à 17h. Donc, je vous laisse imaginer le topo, mais ça ne m'a pas empêché de regarder l'étape et de voir exactement tout ce qui s'est passé. Et il y a quand même quelques choses à dire, hein, pas mal de choses à dire sur cette étape. C'est quand même intéressant. Et on va essayer d'analyser tout ça du mieux qu'on peut avec vous deux. Bah ouais, parce qu'on a quand même vécu un moment très très fort. C'était un suspense incroyable dans les derniers moments et presque sur les 50 derniers kilomètres. Alors, on a eu une échappée donc, qui s'est formée avec Casper Asgreen, Victor Kampenarts et comment, Jonas Abrahamsen. Abrahamsen. Voilà, de UNOX et ils étaient 3 et en fait, on a vu l'écart qui n'est jamais monté au-delà de 1 minute, 38, je crois. Mm. D'ailleurs, c'est l'écart entre, Vingegaard et Pogačar sur le contre-la-montre à la fin. Mais en gros, cet écart qui est, pour le coup très faible, bien au contraire, a quand même permis à cette échappée de l'emporter. Pour rappeler un peu comment ça s'est passé, en gros, il y a cette échappée qui se forme, ils sont 3 et en fait, à 60 bornes de l'arrivée, il y a Pascal Encorn de la Lotto Destiny qui, décide de sortir lui aussi, du peloton. Et alors, il y a un moment, on va en parler de ça tout à l'heure, de Jasper Philipsen qui vient un peu faire le patron, le videur de boîte un peu relou, qui te dit tu sors pas. Bon, pour le coup, tu sors pas au lieu de tu rentres pas, mais tu sors pas. Intimidation ignoble, mais ça n'a rien changé de toute façon. Pascal Encorn, il est quand même sorti, il a rejoint les trois qui sont devenus donc un quatuor. Et ils sont quand même allés au bout avec un écart qui, sur les 30 derniers kilomètres, était oscillé autour de la minute. Puis en fait, on avait des moteurs devant qui étaient incroyables. Franchement, est-ce qu'il y a un moment, à quel moment vous vous êtes dit, vous, bon, en fait, ils peuvent aller au bout, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire? Aux 500 mètres. Aux 500. Non! Si, bah si, honnêtement, ça roulait quand même assez vite derrière. Au bout à partir du moment justement où Nisspolit a pris son relais, je me suis dit que ça y est, c'était enclenché, le rouleau compresseur du peloton ça allait s'enclencher jusqu'au retour. Et au bout d'un moment, bah oui, quand tu as 12 secondes à 3 kilomètres de l'arrivée, tu dis: «Oui, ça va revenir et ça va sauter, ça va aller sauter sur les 100-200 derniers kilomètres». Alors 500 mètres, j'exagère peut-être un peu plus tôt, mais honnêtement, alors certes, il y a eu une bataille fantastique, hein, et grand crédit notamment à Victor Campenaerts que j'ai trouvé extraordinaire, aujourd'hui, mais
honnêtement, même s'ils ont fait un barreau d'honneur extraordinaire, ces 4 échappés, je les voyais se faire reprendre, comme je te dis, comme je vous dis les gars, autour de 100, de 100 mètres, de 100 mètres de l'arrivée. Moi, c'est aux 500 mètres où je vois que Victor Campenaerts s'emmène sans se retourner, qu'on joue la carte Pascal Encorn, et que derrière, 100 mètres plus loin, tu as Casper Asgreen qui lance son sprint. Là, je me suis dit: «OK, c'est terminé». Mais avant ça, pour moi, j'étais, pas sûr. Mais je me suis dit: «Il y a encore une vraie possibilité pour le peloton organisé avec beaucoup d'équipes qui roulent dans le même objectif et cetera». Par contre, voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a maintenu en respect ce peloton, c'est Victor Campenaerts. Le boulot, les travaux que le Belge a fait aujourd'hui, moi, je trouve ça extraordinaire. Du moment où il a pris l'échappée, au moment où il ramène Pascal Encorn, jusqu'au moment où il lance le sprint sans se soucier de ce qui se passe derrière. Franchement, chapeau bas à ce coureur. On sait qu'il est capable de faire ce genre de choses. On sait que c'est sa spécialité même. Et de là à tenir en haleine un peloton comme ça, je dis vraiment chapeau bas, chapeau même très bas. Tu vois, je me baisse, je fais la révérence Ah, pour, il est chaud. pour Victor Campenaerts parce que honnêtement, En aujourd'hui, c'est fait, extraordinaire ce qu'il a fait. en fait, Robin, il s'est complètement sacrifié, Victor Campenaerts, pour Pascal Encorn, parce qu'on l'a même vu décrocher du duo de devant, enfin ce qui était un trio, et comme il a décroché un duo, pour aller chercher son équipier, et derrière vraiment tout donner, parce que en fait, on sent que Victor Campenaerts, il adore ça, tenir le peloton en tête-tête, en fait. Ouais, bien sûr. Bon, moi, pour répondre à Polo, j'ai commencé à me dire, pas à me dire c'est sûr pour l'échappée, c'est gagné, évidemment, mais à me dire ça peut être possible à 15 kilomètres de l'arrivée. Je pense quand on voyait déjà l'écart qui baissait pas, ou très peu, et qu'on voyait surtout les coéquipiers d'équipes de sprinteurs qui en fait sautaient un par un, qui faisaient leur boulot et qui n'étaient pas capables de tenir plus longtemps et qui s'écartaient. Et tu te dis au bout d'un moment, il n'y a plus de main-d'œuvre. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire pourquoi pas pour cette échappée si elle s'entend bien jusqu'au bout. Et après, véritablement, quand tu arrives dans le final et que tu vois, comme tu dis, un Campenars qui fait un boulot monstrueux, je pense que ça a été très bien joué de la part de Lotto, à la fois à l'arrière, dans le peloton, parce qu'ils sont venus un peu emmerder ceux qui faisaient la poursuite, de la même façon que les Soudal Quick-Step. Et puis c'est bien joué de la part de Campenars, qui en plus s'est pas découvert trop tôt. Ils n'ont pas été. En fait, ils ont bien joué leur supériorité numérique. Ils auraient pu, on a déjà vu dans ce genre de cas, des équipes en supériorité qui font n'importe quoi, qui s'en servent mal. Là, ça a été bien fait, même si à la fin, ça ne fonctionne pas parce que Pascal Encorn se fait battre au sprint par Casper Asgreen. Mais je trouve que ça a été fait de manière intelligente. C'est qu'on n'a pas sacrifié trop tôt Campenarts, mais on a su le sacrifier quand même au bon moment. Ne pas donner d'indication en fait aux autres coureurs de l'échappée trop tôt, parce que à 10 bandes de l'arrivée, il fallait pas que ce soit encore clair que Campenarts se sacrifierait pour Encorn. Donc ils l'ont fait vraiment au dernier moment, quand il y avait besoin, avec les relais qu'il a fallu. Et c'est beau. Après, Casper Asgreen pourra en effet payer une belle bière à Victor Campenarts. Ah, vite, ouais, c'est Peut-être clair. pas ce soir, mais peut-être à la fin du tour. Non, mais on a vu de toute façon une envie chez ces deux équipes, chez la Lotto comme chez la Soudal, d'envoyer quelque chose de différent, parce qu'on rappelle que la première équipe a perdu Jacobsen et la deuxième a perdu Caleb Ewan, de proposer quelque chose de différent, et aussi peut-être d'envoyer évidemment un message. Ils avaient peut-être une volonté aussi supérieure de vraiment, vraiment emmerder Jasper Philipsen pour qu'il ne l'emporte pas, et puis aussi de leur côté aller chercher une étape, parce qu'il y a ça aussi qui Ce qui est fou, la volonté est là, encore plus. ouais, ce qui est fou, c'est que moi j'en parle depuis des lustres de cette histoire-là, d'arrêter d'emmener Jasper Philipsen sur un plateau. Et donc en fait aujourd'hui, Lotto ils le font parce qu'ils n'ont pas Caleb Ewan qui a abandonné dans les Alpes, donc ils ont que ça à faire en fait. Ouais, mais les Et ils autres le l'ont font très fait. bien. Les autres ont quand même bien aidé. On le voit sur Ouais, cette image à 7,5 km, c'est Pacing qui roule, et là, Jayco a roulé quand même très ouais, ouais. tôt. Juste pour dire ceux qui n'ont pas nécessairement vu, on a vu aussi Lidl mettre un homme, alors pas beaucoup, assez tard finalement. Alpecin évidemment a roulé, la DSM et la Bora. Ouais, mais c'est normal qu'ils roulent, et à partir du moment où ils ont personne devant, parce qu'ils ont pas compris ces équipes-là. Ils ont pas fait le boulot justement de mettre un mec à l'avant. S'ils avaient mis un mec devant, t'inquiète pas qu'ils auraient pas roulé et que ça aurait été encore Mhm. plus pépère pour l'échapper. Mais oui, tu as raison, il n'y a pas que Alpecin qui a roulé. En revanche, c'est bien la preuve qu'avec des mecs costauds devant, on peut faire la nique au peloton, tout simplement. Et que donc, en fait, c'était déjà Ouais, possible mais de le faire il y a quelques jours. Et regarde le classement, regarde combien va faire Alexander Kristoff dans le sprint.
qui s'est placé un peu, voilà, alors que l'étape était jouée pour les échappées. Et 11. Il va faire une placette. S'il avait joué le sprint à fond, il aurait peut-être fait mieux. Mais finalement, ça ne l'empêche pas d'avoir eu son coéquipier à l'avant. Ça ne l'a pas empêché d'aller faire une placette au sprint, tu vois. Et donc, tu as 4 échappés. Il va quand même faire 11e. Voilà, tu enlèves les 4 échappés, c'est quasi sa meilleure perf de ce Tour de France. C'est bien la preuve que tu peux jouer sur les deux tableaux. Bravo à Lotto Destiny et à Soudal Quickstep Ouais. aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que c'était Mais- possible de le faire déjà la semaine dernière, mais je suis bien content qu'au moins il l'ait fait aujourd'hui. Mais, Je vais pas leur reprocher une nouvelle fois de ne pas l'avoir fait la dernière fois. Au moins, cette fois, ils ont bougé. mais Robin, je suis d'accord. Et aujourd'hui, encore une fois, Philipsen qui règle le sprint, une main devant, une main derrière, prouve que c'était sûrement la tactique à opérer pour tous ses adversaires. Le fait est qu'aujourd'hui, qui gagne et qui sont les acteurs, entre guillemets, de cette échappée, c'est la Soudal Quick-Step, sans Jacobsen. Et c'est la loto quoi? Destiny. La loto Destiny, j'avais oublié, sans Cadel Evans. Caleb Ewan. Cadel Evans, Caleb Ewan. Allez Polo, on va y arriver. C'est Ça pas change. mal le pot de départ. Ah oui, ça On va change, faire, tout à ça l'heure, on change va un peu faire la la. rétro sur Lenny Martinez. On Non, mais inverse aujourd'hui le temps. non, c'est comment il s'appelait le Martinez qui était chez Mapei là, à l'ancienne là, le VTTiste là. Miguel Martinez. Miguel Martinez, Ah, voilà. Miguel C'est le daron. Martinez. Miguel Martinez. C'est le père de Lenny. C'est le père de Lee? Non, c'est vrai? Si. Ah bah je savais pas, je l'apprends et du coup bah ça a du sens hein, en tout cas au niveau des profils et des physiques ça a du sens. Plus sérieusement, comme je te dis Robin, mine de rien par rapport à la stratégie que tu défends depuis quelques jours, la Lotto et la Soudal n'étaient pas dans cette lignée-là. Elles avaient plus de sprinters, elles ne pouvaient plus jouer la victoire d'étape au sprint. D'autres équipes, alors certes, la Jayco et notamment la Alpecin visaient l'étape, voir la DSM autant rouler pour je ne sais quoi, ce sera une question qu'on peut se poser. Mais au bout d'un moment, ils étaient vraiment pas sur la même, pour moi, sur la même timeline. Ces deux équipes qu'on a vues à l'avant et le reste derrière. Alors oui, aujourd'hui, et encore une fois, ta stratégie montre, enfin, ta proposition de stratégie montre que c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui parce que Philipsen se balade sur le sprint derrière, même si je pense que tout le monde ne l'a pas fait. Je pense que si on a eu un sprint massif, il se serait baladé. Après, il y en a certains, bon, il y en a certains qui ont sûrement pas fait le sprint, hein. Oui, J'ose espérer que, par exemple, un Cocard, quand il a vu que ça allait pas vraiment se battre pour la victoire, s'est Bien sûr. sûrement relevé. Mais, mais en tout cas, on a vu qu'Asper Philipsen, de son côté, était à peu près sûr de gagner. Ça, bien il n'y avait sûr. pas Mais trop de Et doute après, là-dessus. ce que je- on peut se poser la question aussi des équipes qui ont roulé avec aujourd'hui, parce que Robin le met souvent en avant. Moi, je pense Ouais, qu'il il l'a fallait fait, quand hein. même rouler aujourd'hui parce que tu sais jamais ce qui peut arriver dans un emballage de sprint massif. Là, demain, on a quand même une étape un peu plus dure que celle d'aujourd'hui. Je pense que si la Alpecin vient voir un peu les autres équipes de sprinteurs, elles vont se prendre un vrai revers. Je pense que demain, tout le monde sait que ça va se batailler pour l'échapper et qu'il y a une réelle Il y a de chance pour les fortes chances. baroudeurs. Si aujourd'hui, on arrive avec une échappée qui va au bout, ce serait quand même marrant de ne pas voir une échappée qui va au bout demain. Mais comme sur ce Tour de France, il se passe exactement l'inverse de ce qu'on prédit à chaque fois, que ce soit nous, que ce soit tous les observateurs de ce Tour de France. Hein. J'écoutais Surtout toi, Eurosport. Apollo. Après, bon, c'est une J'écoutais remise en question Eurosport, personnelle. Mais bon. j'écoutais Eurosport ce matin, ils étaient persuadés à 99% que ça allait arriver au sprint aussi. Donc, on n'est pas non plus les dindons de la farce dans cette histoire. Aujourd'hui, on a quand même eu un scénario de course assez improbable. Mais encore une fois, il est porté par deux équipes qui n'avaient plus de sprinteurs. Donc, c'est aussi pour ça Oui, qu'on a mais vu ce type de stratégie. tu as raison, Polo. Mais ce que je veux Merci. dire, c'est que la stratégie prouve bien qu'elle fonctionne. Et donc, l'argument de la semaine dernière de ceux qui défendaient les équipes de sprinteurs qui roulaient, c'était de dire en gros, tu vas pas mettre un équipier devant, cramer un équipier pour une potentielle échappée qui ne fonctionnera pas. Bon, bah là, aujourd'hui, ça prouve que ça peut fonctionner. Et ça aurait encore mieux fonctionné s'il y avait eu un Bora devant et un Jayco et un Lidl, et que donc Lidl, Bora et Jayco n'avaient pas donné un seul coup de main à Alpecin. Ça aurait encore mieux marché. Et finalement, ils auraient été en plus nombreux à l'avant. Finalement, moi, je trouve que ça conforte cette théorie-là.
de se dire que cette stratégie, oui, aujourd'hui, elle a été mise en place par notamment 2 équipes qui n'ont plus de sprinters, mais c'est pas pour J'espère que autant ça va donner des idées, quoi. voilà, c'est pas pour autant que les équipes qui ont encore des sprinters ont eu raison de mettre personne devant. Elles ont eu tort. Après, une fois qu'elles ont eu tort une fois en début d'étape en mettant personne dans l'échappée, dans la fin d'étape, elles ont raison de rouler. Faut pas avoir tort 2 fois, mais elles ont quand même eu tort. Oui, elles ont eu tort, mais encore une fois, c'est facile à dire maintenant. Alors que, comme je te dis ce matin, Bon, on le disait déjà 80 la semaine dernière. 99 du peloton était sûr que ça allait arriver au sprint. Et quand tu vois les 20 premiers, les 50 premiers kilomètres de l'étape, tu changes pas d'avis. C'est ça Ça aussi. dépend qui tu mets devant, hein, Bah oui, ça et dépend c'est qui bien tu la mets preuve. devant. Mais Quand quand, tu mets Asgreen et Campenaerts devant, et bah, c'est pas la même histoire. d'accord, mais quand tu mets Asgreen et Campenaerts devant et que pendant 100 bornes, ils ont 1 minute 10 sur le peloton, ils ont beau être Asgreen, ils ont beau être Campenaerts, tu te dis qu'ils vont être repris un moment. Alors évidemment, c'est bien joué, Robin, et je suis d'accord avec toi, et ils ont eu raison. Le fait est que même jusqu'à 30-40 km de l'arrivée, je suis persuadé que c'était un coup d'épée dans l'eau pour ces coureurs qui sont quand même des rouleurs extraordinaires. Même Pascal Encorn est un coureur fantastique. Abrahamsen est en train de se montrer aussi comme un coureur très très solide. On ne parle même pas de Campenard et Asgreen au vu du palmarès que ces deux coureurs ont aussi. Mais tu pensais quand même que ça allait être repris tôt ou tard. Moi, comme je te l'ai Mmh. dit, Robin, moi, je Tu marques commence un à point là, croire, Polo. je commence à croire à leur victoire à partir du dernier de la Flamme Rouge. Allez, peut-être un Non, peu. tu as dit 500 Et mètres tout à l'heure. 500 mètres, voilà. On va couper la peau en deux, Joseph, vu que tu es très tatillon, visiblement, on va dire 750 mètres. Ça te va? Non, tu as Et, dit 500 mètres. mais et de là, tu vois, ils ont beau être des coureurs extraordinaires. En plus, le move Encorn Campenard, tu te dis, mais putain, mais c'est des malades mentaux de faire ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Au final, c'est passé de manière assez miraculeuse. Par contre, ça montre aussi quelque chose, c'est que dans le peloton, on a beau avoir beaucoup d'équipes à rouler, beaucoup de coureurs mis à contribution. Vous Tout pensez le, qu'ils mo- sont morts tout le là, non? monde est fatigué. Tu as raison, Tout le monde est Joseph, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs Ils mais sont d'ailleurs cramés, ils quand sont mais cramés, tout le ils monde. sont cramés, ça c'est sûr, au lendemain de la Lose et je pense que, quand, Philipsen ressort pour essayer d'interdire à Pascal Encorn de ressortir, il y a aussi, dans l'esprit de Philipsen, il se dit peut-être, «Bon, bah, on va peut-être pas être capable, faut mieux pas qu'il sorte celui-là parce que je pense que s'il sort maintenant, même à 80 kilomètres de l'arrivée, on risque d'être un peu fatigué pour aller le rechercher donc contrôlons». Bon, il n'a pas réussi. Vous en avez pensé quoi de ce move-là de Jasper Philipsen? Bah, c'est sale, hein. C'est sale, ça fait un Excuse-moi peu Niska, ça fait petit con honnêtement. Tu dit quoi? j'ai dit: «Excuse-moi Niska». Sale, lourd. Méchant, méchant. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Après, je me demande ce qu'il pense en fait. Je me dis qu'il est vraiment débile parce qu'il sait très bien que ça va pas vraiment empêcher le mec de partir Oui. et donc je veux dire, il va pas le mettre dans le fossé pour pas que le mec attaque. Donc je trouve ça juste débile et Ah, il il a passe failli, juste hein, pour un guignol, franchement, quoi. il y a un moment, il le sert, il est obligé de sortir par la droite, hein. Ouais, ça Ouais. c'est un peu le complexe, du coq, tu sais, enfin pas de Brian Coca, hein, mais de celui qui se veut un peu plus, beau, un peu plus charismatique, un peu plus grand de ce qu'il est. Pour pousser la réflexion, je suis complètement d'accord avec Robin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu penses être en train de faire? C'est plus ça. Qu'est-ce que tu penses être en train de faire, Jasper? Tu es certes peut-être le meilleur sprinter de ce peloton, mais tu n'en restes pas moins un coureur, comme les autres, pour l'instant, et tu n'as aucune leçon tactique, stratégique à donner aux autres équipes Moi, je qui font, reconnais qui que font j'aimerais bien ce qu'ils qu'elles veulent, prennent une pardon. petite amende pour conduite antisportive quand même. Oui, après Parce on peut qu'il y a une discuter de ça, intimidation claire. mais Il devrait après, manger des points en maillot vert, il y a que ça qui oui, l'intéresse, c'est le maillot vert ap- qui l'intéresse. Il après, devrait se manger des points en maillot vert. après, je Non, pense non, de que, l'argent parce que des points en maillot vert, ça sert à rien. je pense Mais que l'argent, c'est pas lui qui va payer. la plus belle des Ça sanctions, doit être lui qui doit payer. la plus belle des sanctions, c'est l'image. L'image et ce qui va rester de ce screenshot, Joseph, que tu nous montres. C'est ça la plus belle, en tout cas, elle n'est pas belle la sanction, mais c'est ce qui va le plus rester, plus qu'une sanction financière ou de points au maillot vert qui va de toute façon ramener à Paris. Là, mine de rien, il se met beaucoup de gens à dos, beaucoup, beaucoup d'équipes. Il veut faire l'intimidateur du peloton. Derrière, en plus, il va régler le sprint. Je peux te dire que demain, s'il veut rouler avec son équipe, il va être reçu. Il va être reçu, et quand je sais qu'il va être reçu, c'est que justement, il y aura très peu de gens pour rouler avec.
Cette victoire de Kasper Asgreen et cette échappée, notamment avec Pascal Enkorn, a donné des idées. En plus, au vu du comportement de Jasper Philipsen, je pense qu'on sera beaucoup moins docile avec cette équipe Alpecin-Phoenix comme on l'a été aujourd'hui, notamment avec la Jayco, avec la DSM, etc. Donc, c'est pas malin. Voilà, c'est pas malin, c'est pas très beau, c'est pas, le timing est pas bon, c'est pas maîtrisé. C'est un peu surprenant, mais ça démontre aussi peut-être une équipe Alpecin qui n'était pas sereine toute la journée. Parce que si tu as confiance en toi et tu as confiance en ton équipe, laisse faire les gens, laisse faire ce que les gens Mmh. veulent pendant toute l'étape. Toi, derrière, tu ramasses les morts avec ton train et tu vas chercher une victoire d'étape. Le fait est qu'aujourd'hui, je pense que quand on voit ce move, on a senti qu'Alpecin n'était vraiment pas maître des événements. Et on l'a vu avec l'arrivée, du coup, puisque c'est pas eux qui gagnent. Exactement. Je pense que quand ils ont gagné la Soudal et la Lotto, ils étaient encore plus heureux. J'ai même vu, un Encorn qui était déçu d'avoir, perdu, bien évidemment, mais direct très heureux voilà, il met une petite tape quand même à Asgreen en se disant: «Bon, je suis quand même content, même si je gagne Ils ont fait un beau pas, coup. on l'a fait ensemble et et à la limite, on a niqué le peloton» et c'est presque ça le plus important, au fond. Peut-être qu'il l'a dit, pour ça. Ouais, bah, après pour l'auto, c'est un tour compliqué quand même. Ils sont passés pas loin de la gagne, plusieurs fois. Il y a eu Van Triels qui fait 2e au Grand Colombier, il y a eu Ewan qui fait 2 podiums, là tu Encorn qui fait 2. C'est pas payé. Ils avaient des cartes plutôt sympas dans leurs mains. Malheureusement, il y en a aucune qui a payé jusqu'à maintenant. Mais oui, aujourd'hui, ils étaient carrément dans un autre truc et dans les 50 derniers bornes, les mecs, ils ont l'impression d'être, un quatuor de guerriers qui se bagarrent contre une meute derrière et même quand tu gagnes pas l'étape, je pense que tu passes la ligne dans un état second parce que tu sais que tu as fait un exploit, même quand tu es Encorn qui fait 2 ou Abramsen qui fait 3. Mmh. Un mot quand même de Kasper Asgreen de manière individuelle, parce que Kasper Asgreen, en fait, quand il gagne le Tour des Flandres en 2021, derrière, il met du temps, en fait, il n'a pas regagné sur une étape en ligne sur le World Tour depuis. Alors, entre-temps, il a gagné un contre-la-montre sur le Tour de l'Algarve en 2021, du coup, et derrière, il y a eu pas une traversée du désert, mais quand on connaît l'acabit de ce coureur et le pédigré, pardon, de ce coureur, il y a eu quand même des moments difficiles. Il l'a évoqué à l'antenne. Un Kasper Asgreen qui gagne à nouveau, les gars, bon, moi, je suis toujours content quand je vois ce C'est coureur lever les bras. c'est une belle rédemption, Joseph, et c'est bien qu'on en parle. Kasper Asgreen qui a eu une année vraiment compliquée l'année dernière avec une sale chute sur le Tour de Suisse. Derrière, il traîne sa peine sur le Tour de France. Une saison de manière globale très compliquée pour lui et son équipe aussi, si tu enlèves le cas Evenepoel. Très loin de ce qu'il avait fait notamment en 2020, qui est peut-être le summum de sa carrière. Et ce sera, je pense, quand même dur pour lui par la suite. 2021, ouais. 2021, parce que j'ai dit 2020. Ouais. Excuse-moi, 2021, qui est peut-être une saison extraordinaire pour lui. C'est une belle rédemption pour lui, c'est une belle rédemption pour cette équipe Soudal Quick-Step très critiquée et qui est pas avare d'efforts depuis le début de ce tour avec les armes qu'elle possède. Je pense à lui, je pense à Rémi Cavagna, je pense également et surtout à Julien Alaphilippe. Alors, de là à me dire aujourd'hui que c'était Kasper Asgreen qui allait délivrer l'équipe de Patrick Lefebvre, bah, je t'aurais dit, oh, je suis pas sûr, hein, aujourd'hui, je mets quand même plus une pièce sur Cavagna, à voir les autres, mais s'il y a bien un mec que je dois gagner, c'est Cavagna. Le fait Mmh. est que Kasper Asgreen a parfaitement manœuvré. Il a profité de circonstances aussi avec cette équipe Lotto qui a vraiment assumé cette course du début jusqu'à la fin avec des stratégies différentes. C'est très bien manœuvré de la part du Danois et ça fait plaisir pour un coureur qu'on aime beaucoup, qui est un coureur de talent extraordinaire, et aussi pour cette équipe Soudal Quick-Step qui, pour moi, au vu de ce qu'elle a fait sur ce tour, ne méritait pas de repartir bredouille. C'est pas leur genre, c'est pas du genre de l'histoire de cette équipe, donc ça me fait aussi beaucoup plaisir pour ça aussi. Robin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Kasper Asgreen ou pas nécessairement? Je voulais juste parler d'un autre truc, juste avant de passer à la preview. Ouais, bah, Asgreen, Non. non, pas beaucoup plus à dire que Pas Paul. beaucoup Il a plus que il a ça. fait un Par bon contre résumé. par contre, je sais que tu auras peut-être un truc à dire sur, la fin de ce Tour de France pour Wout van Aert, parce que Wout van Aert, du coup, a quitté le Tour de France. Il était déjà pas là aujourd'hui. Il est parti rejoindre sa femme, du coup, qui a accouché. Wout van Aert, il sort au final un Tour de France qui est,
finalement relativement mitigé pour lui, hein, parce qu'il fait pas mal de places d'honneur. Il fait 2e à San Sebastian, 5e à Bayonne, 9e à Nogaro. Derrière, il prend échappé à la Reims, échappé à Cotteret. Il termine 42, 25e, donc très loin de ce qu'il espérait. Après, il fait 3e à Limoges, 9e à Moulins. Il fait 2e à Saint-Gervais-Mont-Blanc quand il prend une nouvelle échappée. C'est cette étape où il a terminé derrière Wout Poels. Et il termine 3e du contre-la-montre où il termine loin, hein, de deux monstres. Mais à la fin, quelle conclusion tirer de ce Wout van Aert qui fait un Tour de France sans victoire? Bah, c'est la première fois déjà qu'il fait un Tour de France sans victoire. Sa 5e participation au Tour de France et il avait toujours gagné jusqu'ici. Même l'autre année où il n'avait pas fini, et justement, je crois que c'était 2019. Donc forcément frustrant. Il a fait un Tour de France quand même très actif, mais on n'avait pas le même Wout van Aert que l'année dernière. Après, je pense que son niveau de l'année dernière, il est tellement stratosphérique que c'est très compliqué d'avoir le même. Je veux dire, l'année dernière, il est exceptionnel sur tous les terrains. Il fait un Sur les 4 numéro. premières étapes, on rappelle, l'année dernière, il fait 2, 2, 2 premiers. Et après, il regagne à nouveau à Lausanne. Et il regagne le contre-la-montre juste avant d'arriver à Paris. Oui, et puis il fait surtout un énorme boulot. Et en Déjà à plus, Longwy, il fait une puis il échappée fait avec le maillot jaune sur le dos qui n'a pas vraiment de sens, mais qui est exceptionnel. Sur les pavés, il fait un boulot monstre pour Vingegaard. Ensuite, il y a au Granon, 5 évidemment, où échappés il en est tout l'an dernier. voilà, impliqué au Granon sur l'étape fabuleuse de la Jumbo. À Otakam, il est 3e, il fait péter Pogacar dans Otakam. Il gagne le chrono 2 jours plus tard. Enfin, voilà, c'était un tour absolument exceptionnel. Il Échappé à termine fois maillot aussi, vert. hein. 2 jours avant Comment? Otakam, il est aussi échappé. Il fait, là, je l'ai sous les yeux, donc j'ai pas flambé. Il fait 140 bornes d'échappée entre Carcassonne et Foix aussi, hein, 2 jours avant Otakam, hein. Ouais. Et puis il avait pris le maillot vert, il avait été super combatif du Tour, donc c'était dur de faire aussi bien. Par contre, il manque quand même une ou deux victoires d'étape. Ça aurait pu être à plusieurs endroits. Je pense que là où elle lui manque le plus, c'est à Saint-Sébastien, la victoire de Victor Lafay, où il a manqué ce relais de Jonas Vingegaard. Ouais. On l'aura oublié, ça. On va l'oublier, nous, parce que le Tour il va être remporté par Jonas Vingegaard, parce que Jumbo-Visma s'en contentera. Mais Wout van Aert, lui, va pas l'oublier, le relais de Jonas Vingegaard qu'il a manqué à Saint-Sébastien et qui fait qu'il quitte le Tour sans victoire. Après, sur les autres étapes, j'ai envie de dire, il n'était pas le plus fort, donc c'est moins frustrant. Voilà. Petit regret peut-être à Limoges, À voilà, Limoges, où c'est il ce fait que j'allais 3 dire, ouais, et où il est où il est un peu bloqué. coincé, ouais. Voilà. Mais sinon, à part, en fait, il n'y a que 2 regrets, je pense. Il n'y a que 2 étapes où il pouvait vraiment gagner. C'était celle-ci, c'était Saint-Sébastien et Limoges. Après, on a quand même eu un Wout van Aert qui, en fait, même sans être à son niveau de l'année dernière, est exceptionnel parce que ce qu'il Il a fait été sur l'étape. acteur, ça c'est sûr. Oui, Ce qu'il fait sur l'étape de Cauterets, où il attend Vingegaard, c'est exceptionnel. Dans le Tourmalet, le boulot qu'il a fait sans demander un relais à personne, c'était incroyable. Et si Vingegaard assomme le Tour ce jour-là, Van Aert, c'est un héros. Et pareil, il a fait des échappées derrière. Son échappée au Mont Blanc à Saint-Gervais, elle est aussi assez impressionnante. Le lendemain, il fait un chrono où il est le premier des humains, comme il a dit. Donc, non, j'ai trouvé quand même que Van Aert a fait un tour très acteur, mais il n'avait pas cette surpuissance qu'il avait l'année dernière et qui lui a permis de décrocher 3 étapes en 2022. ouais, moi je suis d'accord avec Robin dans le sens où il était peut-être pas aussi stratosphérique que l'année dernière. Cette année, il a quand même pas de chatte. On va dire les choses. Se faire battre par Wood Pools à Saint-Gervais, ça fait quand même mal aux fesses, je pense. Être coincé par son propre poisson pilote à Limoges, c'est quand même pas de chance. Il est, comme tu l'as dit, Robin, à 50, allez, 100 mètres, 200 mètres de relais de Vingegaard de gagner l'étape à Saint-Sébastien. En fait, on est vraiment à ça d'avoir un Wout van Aert qui quitte le Tour de France 4 jours avant la fin avec 3 victoires d'étape. C'est quand même fou. Alors évidemment, on est plus sur des questions de réussite. Le Van Aert de l'année dernière, je pense qu'il démolit Wout Poels. Je pense qu'il gagne par-ci, il gagne par-là. Il fait peut-être un meilleur contre-la-montre, on ne sait pas. Mais par contre, oui, il est moins fort que l'année dernière, mais ça reste un Wout van Aert. Et Robin l'a très bien dit, de très très haute volée, ne serait-ce que dans le travail collectif qu'il a fait pour la Jumbo. C'est frustrant. Bon, on me taxe souvent dans cette émission de ne pas être le plus grand fan de Wout van Aert. C'est complètement faux. J'aurais aimé voir Wout van Aert, qui est peut-être l'un des coureurs les plus impressionnants
de cette génération repartir encore une fois avec 1 voire 2 étapes. J'aurais aimé voir Wout van Aert gagner à Saint-Gervais. J'aurais aimé voir Wout van Aert, bon, pas gagner devant Victor Lafay parce que je préfère une victoire française, mais j'aurais aimé peut-être Wout van Aert régler le sprint à Limoges, voir une belle bataille avec Mats Pedersen qu'on a même pas eu. C'est un peu frustrant pour lui, qui a quand même fait de ce Tour de France une chasse gardée au niveau des étapes depuis quelques temps. Robin l'a très bien dit, mais qui encore une fois rate des rendez-vous. Alors le Tour de France, il n'en avait pas l'habitude. Wout van Aert, qui pareil qu'un Pogacar ou d'autres coureurs, ou comme Mathieu Van Der Poel, etc., fait aussi des saisons à rallonge, sauf que lui ne fait pas grossir son palmarès. Et encore moins cette année, où il a quand même eu une disette assez rare dans la carrière de ce coureur. Donc voilà, peut-être à voir. Arrête Joseph, t'es con. Mais peut-être à voir comment changer. Joseph m'engueule parce que je parle beaucoup trop sur cette prise de parole. Non, Mais, celle-là en particulier. Ah ouais, ça fait 16 minutes qu'on n'a pas parlé. Ça fait 16 minutes. Chacun a donné son avis sur Van Aert. Je donne le mien. C'était surtout important de dire aux suiveurs que je ne suis pas un hater de Wout van Aert, bien au contraire. C'est juste que c'est les points dont on attend. Hein? Tout ça pour ça. Ouais, 16 vas-y. minutes pour dire C'est endormi sur son analyse. Laissez-moi tranquille. Je ne parle plus, je vais boire mon eau. Mon eau, mais elle n'est pas finie, frérot. Laissez-moi boire mon eau. En plus, quand tu bois, tu colles ton verre à ta tête, là. Comme un enfant, tu mets la tête en arrière comme ça. Me force pas à être désagréable, Joseph. Je vais commencer à devenir très vulgaire, Joseph. T'étais pas là hier, c'était très bien. Voilà, dès que tu reviens, c'est pas bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit au chat hier, que j'étais très content quand t'étais pas là. Et bah, je continue de le penser. Et je suis pas fan des Sixers. Je suis pas fan des Sixers. J'ai juste récupéré ce gobelet quand je suis allé à Philadelphie l'année dernière. Joël Embiid, Paul Embiid aussi. Allez. Du coup, c'était la rétro Wout van Aert, quelqu'un dit dans le chat. On peut avancer. Regardez, je ne sais pas si vous voyez ce que les gars m'envoient. Attendez, j'essaie de voir. À côté de la caméra. Non, j'essaie de voir pour pas qu'il y ait de reflet, mais ça va être à l'envers. Non, mais il voit, mais en fait, il faut mettre un tout petit peu plus à droite. Ce tunnel, quel bâtard, le tunnel de Mont Blanc. Voilà, envoyé sur notre groupe avec Robin, Joseph et Renaud. Bah, merci les gars, beau soutien, belle émission. Continuez tous les deux. Moi je vous regarde. J'en voyais pas le bout, limite à la fin, j'ai cru qu'il allait me faire payer ce bâtard. En plus, c'était intéressant, mais bon. Ouais, Joseph, va te faire foutre. Voilà. De toute façon, à partir de maintenant, tout ce que tu vas dire n'est pas intéressant. Donc, Robin parlera avec toi s'il trouve ça intéressant. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Mon Dieu, la pression qui retombe après l'étape d'hier et d'avant-hier. Ouais, c'est ça. On s'en fout. Vas-y, passe à la chose. Raconte pas ta vie. Non mais attends, c'est le verre de Mary Poppins, c'est pas possible. T'es incroyable, il se finit jamais ce verre. Joseph, arrête. Hein. Je vais être vulgaire. Je vais être vulgaire. On est suivi par pas mal de gens. Je vais être vulgaire. Alors tu arrêtes. Ouais, mais il y a moins de monde il y a moins de monde aujourd'hui que hier et avant-hier, ça va. Ouais, mais il y a que les vrais ce soir. Il y a que les vrais et c'est avec eux qu'on construit. C'est avec eux qu'on se construit. Je vais pas être vulgaire devant tous ces gens. Allez. Sur un petit point fantasy Discord pour dire que le podium il change pas. Oh putain, j'ai pas mis aujourd'hui. Ah bah voilà, tocard. Soak, t'es toujours leader. T'as mis le mec qui est arrivé 5e de cette étape. Et le mec qui est arrivé 5e, c'est Mats Pedersen. Clem, tu as mis la personne qui a terminé 7e, c'est-à-dire Jordi Meus. Et Erwin, tu avais mis Dylan Groenewegen, 17e, Dylan Groenewegen. Mais pareil, je pense que c'est des mecs, bon, malheureusement pour toi, à mon avis, c'est des mecs qui n'ont pas fait le sprint en voyant que ça se jouait pas à la victoire. En tout cas, je l'espère pour eux. Et à noter, petit point, petit frère, qui a terminé, qui est actuellement 28e, Eric. Voilà, sachez, mon petit frère est 28e avec 254 points. Et une fois, il a oublié de parier, d'ailleurs. Donc, il serait premier. Après, Joseph, vu qu'il a 6 frères qui jouent à la fantasy, il y a quand même plus de chances qu'il y en ait un bien classé. Non, j'en ai qu'un seul et il est très fort. Voilà. Je tiens à le dire. Pas rassurant, si je peux me permettre, Joseph, parce que on adore Eric, hein, mais il a quand même bien moins de connaissances que nous en cyclisme. Il est bien plus haut que nous sur le classement. En ce moment, j'ai l'impression qu'il travaille très peu au boulot quand même et qu'il suit quand même un peu trop le Tour de France à mon goût. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Bien au cours des états de forme. Exactement.
Sur les classements annexes, il n'y a pas de changement. Maillot jaune, Jonas Vingegaard. Maillot blanc, Tadej Pogacar. Maillot vert, Jasper Philipsen. Et maillot à pois, Giulio Ciccone. Et d'ailleurs, on suivra un peu la bataille pour le maillot à pois. On verra si au Markstein, notamment, ça peut un petit peu changer. Ça va être intéressant, ouais, Markstein. Ouais, ça va être vraiment intéressant. Giulio Ciccone, Félix Gall ou Jonas Vingegaard. Ça dépendra si Jonas Vingegaard veut l'avoir. On n'a pas l'impression. Mais en tout cas, on verra qui aussi, par rapport au profil, ça a l'air de plus correspondre à Ciccone. Mais Félix Gall, vu la forme qu'il a, on va un peu voir ce qu'il en est. On avance du coup avec la preview de demain et cette 19e étape, messieurs, 19e étape, direction Poligny. Donc on arrive dans le Jura, après avoir fait du coup les Pyrénées, le Massif central, les Alpes. Maintenant, on va du côté du Jura. Arrivé à Poligny, alors on a 2000 de D+, c'est pas non plus énorme. Maintenant, c'est un peu plus quand même cabossé qu'aujourd'hui. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est arrivé que les échappés ont gagné, on peut se dire que demain, potentiellement, ça peut se passer. Je vous mets un peu les profils de ces deux difficultés. La première, c'est vraiment la côte du bois de Lyonge. La Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, Paul, c'est un peu plus tard. Ah, là, c'est C'est la un peu Côte plus tard, d'Ivoire. c'est sur la fin. La Parce que côte du tu bois nous de montres. Lyonge, c'est au Ah début. oui. Bah, Ouais, moi, y je a- regarde ton visuel, Joseph. ouais, Tu as la Côte d'Ivoire en gros et tu as la Côte du bois de Lyonge à côté, en ouais, petit. exactement. Excuse-moi. Non, bah, je t'excuse. C'est exactement ce que je disais. Il est fou, ce mec. Arrêtez-le. Il y a quoi dans son verre? Mais non, mais On Joseph, m'inquiète. tu nous montres un visuel avec la Côte Il y a les deux la Côte dessus. Mais d'Ivoire il en a les gros et deux, la frérot. petite. Mais ton visuel, il a aucun sens. Mets-les à Bah, la si, la même première, elle est taille. moins importante, elle est plus Mais tôt dans elle n'est pas l'étape. importante, la première, c'est juste pour que les échappés y sortent. Ah bah oui, tiens, sur du 1,5%, ils vont sortir. Non, en plus, j'exagère. J'avais mal lu, c'est du 5%. Allez, du 7 si on est Du gentil. 7. Du Ouais. 7, si on est gentil, c'est du 7. Il y a le cyclisteur qui dit c'est la côte d'Ivoire, pas d'Ivoire, mais il fait exprès, Paul. Bah oui, Côte d'Ivory. Ivory Coast. Ivory Coast. Bon, après, elle est un peu loin de l'arrivée. Polo l'a dit tout à l'heure que c'est un peu dur à analyser. Forcément, effectivement, c'est juste dur à analyser, tout simplement. Demain, on ne sait pas du tout si Moi, je les dirais échappés vont 50-50. gagner ou non. Après, ça risque d'être encore plus, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, ça risque d'être encore plus compliqué pour Alpecin de contrôler l'étape, ça c'est sûr. Exactement. Déjà, tu vas avoir le coup de Philipsen qui a fait son petit coup sur Encorn, là, qui n'a pas dû plaire à certaines équipes. Puis tu vas avoir des équipes qui ont encore vu un Philipsen fort aujourd'hui et qui vont se dire bon, bah, il a vraiment bien l'air d'avoir passé les Alpes tranquillement, on va pas l'emmener sur un plateau. Et des équipes qui se disent on a vu aujourd'hui qu'on pouvait piéger le peloton. Donc pourquoi pas tenter demain. On n'aura pas les mêmes hommes parce qu'ils vont être cramés, mais des Asgreen, des Campenarts, je dis pas qu'il y en a 20 dans le peloton, mais il y a d'autres équipes qui en ont des mecs comme ça. Si tu envoies un Nils Pollitt quand tu es l'équipe Bora, ça peut être intéressant. Des gros rouleurs, il y en a encore. Si tu es un Cavagna, par exemple, chez Soudal Quickstep, c'est intéressant. Je suis en train d'essayer de choper Ah, moi, rapidement c'est la simple. liste des Demain, je veux une participants. échappée. Valentin Madouas, Olivier Legac, Christophe Laporte, Julien Lafilippe. Voilà, ça c'est Mais déjà attends, bien. mais je te Et donne Rémi d'autres Cavagna. exemples. Tu Et mets Rémi Cavagna. Et Cas- Anthony Delaplace Cas- pour l'histoire quand même. Exactement. Anthony Delaplace. Castroviro chez Ineos, Magnus Non, Cort chez nul. IF, Nul. Mohoric chez Bahreïn. C'est des coureurs qui peuvent être intéressants à l'avant. Donc moi, je pense qu'il y a la possibilité d'un scénario échappé. Et les équipes comme Bora, même comme pas Jayco, mais Intermarché, ces équipes-là qui ont passé quelques relais en fin d'étape aujourd'hui, demain, elles rouleront pas plus qu'aujourd'hui, en fait. C'est des équipes qui, si l'échappée, elle est à 20 secondes à 10 bornes de l'arrivée, oui, elles sont OK pour mettre un relais. Venir avec un mec, mettre un relais pour tenter d'aller faire le sprint parce qu'il n'y a plus que ça à jouer si tu n'as pas de mec devant. En revanche, ce n'est pas des équipes qui vont aider Alpecin à 90 bornes de l'arrivée. Donc, Alpecin, demain, ils vont être pas mal isolés, je pense encore. Peut-être les Jayco, et encore, les Jayco aujourd'hui, ils roulaient pour Groenewegen parce que c'était un profil bien pour lui, mais demain, est-ce que c'est pas un poil dur quand même pour Groenewegen? Est-ce qu'ils vont pas se dire que Groenewegen moyen, et puis en plus, tu as vu aujourd'hui, il fait pas le sprint vraiment à fond. Est-ce qu'il le fait pas parce que la gagne, elle est devant, mais en fait, quand les autres lancent le sprint, on le sait pas encore s'ils vont pouvoir les reprendre. Donc, en théorie, moi, j'attendais quand même que Groenewegen soit là. Il l'est pas vraiment. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a un peu manqué de jambes dans le final? Même Jayco, en fait, j'en viens à me demander s'ils vont rouler demain. Donc, scénario échappé demain, je pense que c'est quand même possible. Je dirais vraiment 50-50.
Bah ouais, moi je dirais même plus, hein, de ce qu'on a vu aujourd'hui, couplé à la difficulté de l'étape de demain. Si tu rajoutes le fait que encore une fois, Philipsen règle le sprint, haut la main sans trop forcer, forcément, tu te poses la question, demain, après le départ de l'échappée, tu te demandes qui va rouler avec cette équipe Alpecin. Et encore une fois, bah, aujourd'hui, j'étais sûr que ça allait arriver au sprint. Par contre, je savais que le lendemain, il y avait des questions à se poser. Les équipiers sont morts. Bah, je pensais que ça suffirait quand même pour amener un sprint massif aujourd'hui, avec tout le travail que tous ces équipiers ont fait aujourd'hui. Parce que certes, les échappés restent fatigués aujourd'hui, mais les coéquipiers qui ont roulé toute la journée, ils doivent être morts. Et c'est souvent des coéquipiers qu'on fait des trucs en montagne ou les derniers jours aussi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, à ce petit jeu-là, et voilà, on est sur le bingo. Si vous êtes à l'apéro et que vous avez un bingo roue libre, je pense que ça vaut quelques gorgées de ce que vous voulez d'ailleurs. Bah, ce petit jeu-là, oui, je suis d'accord avec Robin, ça sent quand même bien l'échapper. Mais à chaque fois qu'on dit quelque chose depuis 2 semaines, il se passe le contraire sur les routes du Tour, tellement ce tour est très difficile à Non, mais lire. moi j'ai Donc, dit 50-50, Polo, comme ouais, ça je bah, suis te mouille sûr de pas, pas avoir te mouille pas, Robin, hein, n'en fais pas trop. Bah moi, je vais mouiller. Je vais dire que là, comme on l'a dit, le côté scénario d'aujourd'hui, plus le type de parcours de demain, plus le comportement de Alpecin qui fait un peu peur à tout le monde et qui en plus n'est pas très sympa. J'ai l'impression que demain, ça va être très dur d'arriver en sprint massif à l'arrivée. Et c'est évidemment à partir de ce moment où on a dit ça que ça va arriver en sprint massif. Donc ce sera tout l'intérêt de regarder l'étape demain et surtout de nous retrouver sur Winamax demain à 11h pour parler du JDE. Ça va encore être une belle aventure, ça. Ouais, exactement. Alors, je vous ai mis un petit classement que j'aime bien regarder pendant le Tour de France. C'est le classement fait par Pro Cycling Stats qui fait un espèce de condensé de la meilleure place par équipe au classement général, le nombre de victoires d'étape, le nombre la place des coureurs dans le classement du meilleur grimpeur, dans le classement du meilleur jeune, les top 3 qui ont été réalisés pendant le Tour de France et les top 10. Et du coup, on voit les équipes qui sont en bas du classement et qui, dans les 10 dernières notamment, qui, on l'imagine, vont forcément vouloir aller chercher forcément quelque chose. On verra ça, mais voilà, il y a des équipes notamment comme Intermarché. Demain, ils peuvent être très présents. Et puis, bah, toutes celles qui Je sont au sais- fond et tous les noms qui ont été cités. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, moi je l'ai pas vu, je l'ai vu passer pour la première semaine. Et peut-être que les gars dans le chat nous le diront, mais un peu les primes aussi. Les primes prises par Ouais, alors toutes j'ai les équipes l'impression, j'ai après voulu, 2 semaines. bah, j'ai Ça voulu le donne mettre en aussi fait, un, mais ça donne aussi un Polo, baromètre, pardon, ça donne aussi un on baromètre un va peu remettre, ouais. du Tour de France que sont en train de réaliser les équipes. Je ne l'ai pas vu pour la deuxième semaine, mais sur la première, ça donnait quand même une Bah, indication assez intéressante. Donc, ça donne quasiment vraiment la même chose que sur, oui, j'imagine, ouais. ouais, que le truc que je t'ai montré. Je l'ai, hein, je l'ai le classement. Regarde, je vais te l'afficher. Je vais te l'afficher tout de suite. Tac, mais ça donne à peu près vraiment le même classement avec du coup effectivement la DSM qui est vraiment au fond du fond. Tac et hop, voilà, je vous la mets. Et voilà. Et donc, on a Jumbo qui est largement premier pour le coup, UAE qui est deuxième, Alpecin troisième, la Bahreïn. Donc, en fait, c'est quasiment les quatre mêmes premiers. Et après, au fond du classement, on a la Movistar qui est 22e, la Groupama qui est 20e. Donc, c'est à peu près le même classement. Mais je ne Oui. sais pas si ça a été mis à jour par rapport aux primes d'aujourd'hui, en fait. C'est ça qui me. Ah oui, bah, par rapport à aujourd'hui, peut-être pas, mais je sais que notamment ASO sort les primes semaine par semaine, et je t'avoue que je ne l'avais pas vu passer, c'est pour ça que je me posais la question. Bah ouais, non, non, mais t'as raison, c'est intéressant pour voir le niveau de performance des uns et des autres. Mm. Voilà pour la preview, les amis. On va pouvoir passer à la rétro alors au sprint final dans lequel il y aura la rétro et le qui suis-je. Et la rétro, Robin, aujourd'hui, on va parler de Tour Uchoft et notamment, je crois, de sa première victoire. Exactement, La Tourushoft famille. qui avait ouvert son compteur à Bourg-en-Bresse. Alors tu vas peut-être galérer parce que je t'ai envoyé pas mal de photos. Donc pour trouver celle de Bourg-en-Bresse, c'est celle où il y a un FDJ dessus. Tu vas voir. FDJ Euh, qui ne gagne pas. eh ben ouais, mais c'est celle que tu n'as pas prise du coup, Joseph, peut-être. Je sais pas. Ah si tu l'as Si, si. là.
T'es bon. Oh là là, t'es excellent. Donc, comme on arrivait à Bourg-en-Bresse aujourd'hui, je suis allé voir un peu dans les archives. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Torushoft, vainqueur en 2002. La première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Et c'est même une de ses premières victoires en carrière, la 6e exactement. Avant ça, il avait gagné que sur le Tour de Suède et sur la Ronde de l'Oise et de Picardie. Donc, pas non plus des courses de premier rang. On entre tout de suite dans une autre catégorie avec cette victoire sur le Tour. Et en 2002, vous le voyez, son maillot, c'est Crédit Agricole. Une grosse écurie à l'époque. On a dans l'équipe Stuart O'Grady, Jens Voigt, Jonathan Vaughters, même s'il est en fin de carrière, et bien sûr le leader, Christophe Moreau, qui a terminé 4e du Tour en 2000, porté le maillot de leader en 2001, tout ça c'est avec Festina. En 2002, il arrive chez le Crédit Agricole, et évidemment on compte sur lui, sauf qu'après un bon Dauphiné terminé 3e, il tombe dès le début du Tour, il n'est pas capable d'évoluer à son niveau, largué au général, il finit même par abandonner, Christophe Moreau, et donc il faut une étape pour sauver les meubles de cette équipe Crédit Agricole. Ushoft se lance du coup dans les échappées, vers Cluse, il termine 5e. Et Cluse, c'était quand même une étape qui n'était pas tellement son terrain, puisqu'il y avait des cols de première catégorie. On avait le Cormel-Roseland, le col des Aravis, le col des Saisies, de la Colombière. Donc, pas vraiment le terrain d'un sprinter. Mais le lendemain, il remet ça vers Bourg-en-Bresse. Donc, le peloton laisse filer. Ushoft domine tout le monde sur un parcours encore une fois pas évident, puisqu'il y a 6 difficultés répertoriées. Mais c'est quand même un peu plus facile que la veille. Et c'est finalement représentatif de ce que va être Ushoft sur le Tour de France de manière générale. Un coureur polyvalent, d'abord pur sprinter, disons. À partir de 2003, il vient pour ça, pour les sprints, avec O'Grady qui lui emmène, mais ça ne se concrétise pas. Puis arrive le grand Ushoft en 2004, pardon, il claque son premier sprint massif à Quimper, devant Zabel, Bonnen, McEwen et quelques punchers quand même, parce que c'était une arrivée pas évidente. Il porte aussi le maillot jaune une journée pour la première fois. Il fait les sprints tous les jours, il est régulier, il est 2 fois 2e derrière McEwen. Il termine même pas loin de l'Australien pour le maillot vert. Et donc l'année suivante, on est en 2005, il prend sa revanche et ramène la tunique verte du coup sans gagner la moindre étape cette fois, Robin. Exactement, il est sprinter, mais il n'est pas vraiment plus rapide sur les arrivées totalement plates. Surtout que lui, il rêve des classiques. Mais ça va continuer comme ça. Il va porter le maillot jaune 2 jours sur le Tour 2006 grâce à sa victoire dans le prologue à Strasbourg. Il va gagner sur les Champs-Élysées, toujours en 2006. Il remportera d'autres étapes en 2007 et en 2008 sur des arrivées chaque fois compliquées. Il part ensuite du Crédit Agricole, rejoint Cervélo et poursuit sur sa lancée. Une étape difficile à Barcelone en 2009, une étape sur les pavés en 2010. À chaque fois, c'est pour lui. Il ramène même un deuxième maillot vert en 2009 et jusqu'à 2011, donc l'année que la plupart d'entre nous retiennent concernant Torushoft. Il est un vrai classic man à ce moment-là. Je ne sais pas si vous entendez des bruits de clac-clac derrière moi depuis tout à l'heure. J'espère que non, mais il y a du bruit dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe, Robin? J'avais un peu Quel genre d'animal ça encore? Est-ce que Ah ça non, s'active en cuisine? c'est pas un animal, c'est un spécimen particulier, mais c'est pas un animal, c'est ma femme quand même qui est en train de cuisiner. On respecte, on respecte. Donc revenons-en à Torushoft, qui est un vrai classic man à ce moment-là, même s'il se mêle encore des sprints. Il prend le maillot jaune donc le deuxième jour, en 2011, grâce au super chrono de Garmin Cervélo. Tu as mis la photo tout à l'heure, Joseph, où il a le paletot de leader, et en plus, il est champion du monde, donc ça fait un maillot assez joli, où il a les liserés de champion du monde au milieu. Et donc voilà, il rayonne sur ce Tour de France. Et puis une fois qu'il perd le maillot jaune, qui va garder quand même une semaine, il va se glisser dans les échappées plutôt que d'attendre les sprints. La première fois, c'est entre Pau et Lourdes, où il faut escalader l'Aubisque. Donc on retrouve le Torushoft du début qui n'a pas peur de la montagne. Il fait d'ailleurs une super descente de l'Aubisque et ensuite il se joue du duo Moncoutier-Roy, qui n'avait de toute façon aucune chance au sprint, mais que Torushoft avait largué avant le sprint. Et puis il remet ça quelques jours plus tard. C'est la photo que tu montres à l'instant, Joseph, vers Gap, avec le col de Mans au programme, puis une arrivée au pied de la descente. Il impressionne notamment dans la descente. Il s'envole avec Edvald Boasson-Hagen, son compatriote norvégien, qu'il bat au sprint. On le voit sur la photo juste sur la droite en arrière-plan. C'est la dernière grande victoire de la carrière de Torushoft. Après ça, il va signer chez BMC, où on empile à l'époque les champions du monde. Il y a Cadel Evans et Philippe Gilbert qui sont là aussi. Il se retrouve en difficulté. Il a 37 ans. Il ne disputera plus jamais le Tour de France avant sa retraite fin 2014. Mais son nom restera quand même dans l'histoire du Tour. Il a gagné chaque année de 2006 à 2011. Il a ramené 2 maillots verts, porté le maillot jaune sur 2 éditions différentes. Et il faut dire aussi que c'est un coureur sympa. Eh ben ouais, mais tu sais que c'est peut-être évidemment tous ces grands titres, on les retient, sacré palmarès et tout. C'est pour ça on le respecte. Mais après, il y a le truc en plus, voilà. Il était sympa et je trouve que c'est important de le rappeler parce que, par exemple, là, Jasper Philipsen, bon, je sais pas si on se souviendra de lui, mais c'est des petits trucs qu'on n'aime pas, quoi. Et c'est vrai, Polo, que un Torushoft, on aime bien, quoi. Il avait le sourire souvent et tout. On Oui, le kiffait. côté,
le côté équipe française, grand smile, un peu BN, comme on aime bien dire quand quelqu'un a le sourire comme ça, plein dedans. Forcément, alors après de comparer à Jasper Philipsen qui a fait une petite sortie un peu malvenue, on va quand même voir, il a pas l'air d'être non plus Non, non, bien un sûr, grand bien méchant sûr. loup, Tu le as coureur raison. d'Alpecin. Mais oui, c'est vrai que Torusov, c'est quelqu'un, qui fait l'unanimité dans le peloton, et qu'il a fait tout au long de sa carrière. Mais je pense que le côté, courir dans une équipe française, le palmarès, le maillot jaune, Robin vient de tout expliquer. Ça aide aussi. Mais bon, après, de là à comparer, bon, chacun a Non, ses non, non, je comprends pas. personnalités. Tu as raison. Tu as Certains entièrement raison. parlent dans le chat de Boasson-Hagen parce que je l'ai cité dans la rétro. Il fait deuxième d'une étape gagnée par Uchoft en 2011. Et d'ailleurs, en 2011, il gagne aussi 2 étapes. Boasson-Hagen, il est chez Sky à l'époque. Et sachez que Boasson-Hagen, il est sur son 13e ou 4e. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13e Tour de France, ouais. Et apparemment, certains dans le chat donnent des petites stats que j'ai pas pu vérifier, mais il en serait à 255 étapes sur le Tour de France, notre ami Edvald Boasson-Hagen. 255. Donc. Il gagne à Gap, Et Boasson-Hagen, non? Ah, mais non, c'est ouais. Uchoff qui gagne à La Gap. Gap, c'est Uchoft. Il Et gagne 2 autres il étapes. gagne le lendemain, Boasson-Hagen, si je dis pas de Exactement, il gagne bêtises. dans les mêmes eaux. Je vais te dire où il gagne exactement. Notre ami Parce que je confonds Boasson-Hagen. toujours ces deux étapes-là en 2011, mais il me semble les deux gagnent l'un après l'autre. Sur quoi il gagne à Pinerolo, Ok. en Italie, Gap Pinerolo, en fait, avec une descente fantastique lui Ah aussi. oui. Et il avait gagné en fait plus tôt dans le Tour de France à Lisieux sur un sprint, mais un sprint un peu compliqué. Et ensuite, il regagne en 2018. En 2018, c'était pas à Pau, c'était dans le sud. Je sais plus exactement. Il fait un peu un coup du kilomètre dans une échappée. Ah, je me souviens Et plus. j'étais à l'arrivée, mais je me rappelle plus où c'était. Je me souviens plus. En tout cas, merci de nous avoir parlé à nouveau de Touruchov. C'est toujours un plaisir d'entendre parler de lui. On termine cette émission, Robin, C'était par. 2017 à Salon de Provence, Boasson-Hagen, pardon. Ah, ok. Qui est plutôt pas très en vue sur ce tour. On l'a vu sur une échappée en début de tour, je crois, mais depuis un peu moins en vue. J'y étais il y a 2 semaines à son Peut-être demain, Boasson-Hagen. On termine cette émission, les amis, avec un qui suis-je, comme toujours. Alors, le qui suis-je, donc bien évidemment, les ordinateurs sont fermés et c'est Polo et Robin et le Je chat, ne bien regarde que toi, évidemment. Joseph. Je vous regarde le chat. Qui suis-je? Je suis un coureur qui n'est plus en activité actuellement. J'ai terminé ma carrière en 2022. Voilà. Ma carrière, en tout cas, au très haut niveau. Je suis, d'ailleurs, je dis que je suis plus en activité, mais je suis encore en activité chez Human Powered Health, qui est une équipe continentale. Et d'ailleurs, depuis, il faut que je vérifie, mais je crois qu'elle est UCI Pro Teams depuis. Je suis toujours vivant, j'ai 34 ans. J'étais chez la DSM en 2021. J'ai gagné une victoire sur Grand Tour. Je suis un coureur, je ne suis pas européen. Oui, t'es américain, quoi. Tu fais ce que tu veux. Peut-être qu'il est américain. J'ai gagné une fois sur le Giro À la DSM. et ce n'était pas une étape en ligne. J'ai battu Alex Dowsett? Non, j'ai battu Thomas de Gendt qui a terminé 3e de cette étape et Victor Campenart qui a terminé 2e. C'est sûr que c'est un Américain. Un Américain qui roule vite. Un Tyler Américain Dans Finney, ma qui roule vite. carrière, j'ai c'est connu un un Canadien, moment très c'est un fort. Le Bauer. 23 Non. janvier 2016, lors d'un stage avec mon équipe en Espagne, moi et 5 équipiers sommes violemment percutés par une conductrice anglaise qui roulait sur Oui, le c'est mauvais Justin côté de Chadaga la Gagan route. Kolb. C'est Chadaga Chadaga, Ah bien, ouais. Eh exactement. oui, un Américain qui roule vite. Ah bien joué. Ah, j'aurais galéré de Exactement. fou. C'était sûr que c'était un Américain, putain. Bien joué, Victime bien joué. d'une fracture du plancher de l'orbite. Ils Et l'ont dans le chat parce que c'est pas facile à Ouais, il trouver l'avait ça. trouvé. 96, ouais. J'allais regarder Tough. avant, Je après. regarde. 96 points de suture, 88 au niveau du cou. Ouais, Chadaga Horrible. Toff qui trouve Chadaga en Et premier. Chadagatov, ouais, juste avant Purito, mais il y en avait pas mal qui avaient trouvé. Et donc en ce Bravo moment, les gars. effectivement, il fait partie de Human Powered Health, qui est une équipe Pro Team. Je ne savais plus exactement où ils en étaient, les amis. Depuis 2022, il y est. Jean-Claude Duss, il m'a dit. Il en a bu des verres d'eau, ça c'est vrai.
En vrai, les gars, c'est vraiment de l'eau. Bah, alors là, vous allez rien voir, mais je bois de l'eau, les gars. Je reste Regarde-le, quelqu'un de l'escroc, il nous montre un quelqu'un de verre noir, on professionnel. peut rien voir dedans. On peut Ah rien non, y on voit voir. rien dedans, putain, Ouais, on voit rien ouais. dedans, mais Allez, c'est Mais flou, c'est bon. la vision de Polo est ah floue. putain! Comme par hasard, ça arrive à ce moment-là. Ouais. Bon, voilà, sur cette belle émission, on aura quand même bien rigolé et on félicite encore Kasper Asgreen et ses copains échappés d'avoir fait la nique au peloton. Bah voilà, ça arrive dans le Tour de France. Et du coup, on se retrouvera bien évidemment demain dans l'émission Winamax pour faire les petits paris du jour et demain à 19h pour faire le débrief de l'étape et regarder aussi ce qui va se passer dans les prochains jours sur le Tour de France. C'est toujours intéressant le Tour de France. Regardez, aujourd'hui, on pensait Ouais, ne nous qu'on allait abandonnez rien. pas. On reste là jusqu'à dimanche. Restez avec nous quand même. Quoi. Ne nous Ah laissez ouais, pas il tout faut. seul. Vous imaginez si on doit faire toutes les émissions tout seul avec Paul? Ah, mais le Markstein va réveiller les gens. Crois-moi, il y aura des choses à faire. Pogacar a dit qu'il voulait l'étape. Ciccone doit protéger un maillot jaune, un maillot à poids. Il y aura beaucoup de choses à dire. Thibaut Pinot, à côté de chez lui, va vouloir tenter le tout pour le tout. Ah, ce serait beau. Évidemment, demain, soyez là parce que demain matin, il va quand même se passer des choses intéressantes. Ce sera intéressant pour les paris, pour le JDE chez Wina. Et vous savez qu'on se régale tous les matins. Franchement, ça va être cool. Mais surtout, on se prépare pour le Markstein le lendemain. Et là, il va quand même se passer des choses. Alors, pas pour le classement général, du moins pas pour la victoire au On ne classement sait jamais, général. hein. Mais il y a encore des podiums, des accessibles, des places d'honneur qui sont très resserrés en termes d'écart. Donc, il va se passer encore beaucoup de choses sur ce Tour de France. Et du coup, soyez là, ne lâchez pas, quoi. On va certainement pas lâcher. Merci Robin, merci Paul, merci à tous les rouleurs. On se retrouve Merci les gars. demain à 11h sur Merci, les gars. Winamax TV et demain à Ciao à tous. 19h bien évidemment sur Twitch. Ciao, ciao, gros bisous à tous. Bisous.